La terre a-t-elle tremblé cette année à Roland-Garros? La question est légitime, les favoris sont tombés de leur piédestal. Djokovic a quitté la porte d'Auteuil la tête basse en 16e de finale. Nadal, quadruple tenant du titre, a été sorti en 8e. Et chez les dames, la Serbe Ana Ivanovic, vainqueur il y a un an, est elle aussi rentrée prématurément à la maison. Cette édition 2009 du tournoi parisien ne peut pas échapper à Roger Federer, qui rêve de remporter un 14e trophée majeur, le premier à Roland-Garros. Le numéro 2 mondial s'est qualifié cet après-midi pour les demi-finales en prenant le meilleur sur le français Gaël Monfils en 3 manches. Federer, tout simplement impérial. Bonsoir, vous l'avez compris, coup de projecteur sur Roland-Garros et sur Roger Federer bien sûr. 3 invités avec moi sur ce plateau pour parler de tennis. Mattia Pifaretti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue du sport. Laurent Ducret, qu'on connaît bien, Sport Information Genève, spécialiste du tennis. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et puis Jean-Marc Rossier, notre journaliste maison, lui aussi spécialiste du tennis. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Laurent Ducret, première question, elle est pour vous. À la télé, à la radio, dans les journaux, tout le monde a craché sur Roger Federer. Tout le monde a critiqué Roger Federer. Il joue mal, il va devenir papa, il ne s'intéresse plus au tennis. Aujourd'hui, il était magnifique. Vous êtes d'accord? On s'est tous trompés? Non, aujourd'hui, il était magnifique, mais lors des 3 précédents matchs à Paris, il était à l'abri de rien. Je veux dire, il a quand même risqué sa peau contre Casuso. Il était en demi-teinte contre Mathieu. Et il y a 2 jours, contre Tomiya, ça s'est joué sur un point. S'il fait perdre cette balle de 5-3 troisième set, il le dit lui-même, il perd le match. Mais aujourd'hui, il nous a rassurés. D'ailleurs, on vient de voir la balle de match magnifique en revers le long de la ligne. Là, c'était vraiment du grand Federer contre un joueur extrêmement dangereux. Et nous tous, je me mets dans le même paquet, on n'a pas été trop méchants avec Roger Federer? Non, on n'a pas été très méchants parce qu'il a quand même eu de la peine cette année. Je veux dire, il perd une finale à Melbourne contre un Nadal qui était amoindri. Après, il fait la tournée américaine. Il a 2 grosses défaites contre Djokovic et Murray. Djokovic et Murray, 2 matchs qu'il avait en contrôle, mais d'un coup, il s'échappe, on ne sait pas pourquoi. Après arrive la saison sous terre battue. Il perd contre Wawrinka à Monte-Carlo, il est vraiment pas bon. À Rome, il repère un match contre Djokovic qu'il devait gagner 1000 fois. Après arrive à Madrid où il y a le déclic, où il gagne le titre. À Madrid aussi, les circonstances ont été favorables. En altitude, en jeu extrêmement rapide. Et Nadal émoussé par sa demi-finale de la veille contre Djokovic. Donc on avait raison de se poser des questions. Bon, on a raison, Mattia Pifaretti, un tel acharnement, finalement. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est humain? Non, c'est extraordinaire. Federer est dans une situation où on ne peut qu'attendre l'excellence de lui. Il a été numéro 1 pendant de nombreuses années. Et donc, dans cette situation, il a toujours dû jouer avec des joueurs qui ne rêvaient que d'une chose, c'était de le battre. Et des joueurs sont arrivés, ont commencé à le battre, ont commencé à jouer avec cette conviction qu'ils pouvaient le battre. Et donc, au fond, dans cette situation, psychologiquement, un joueur joue surtout pour éviter l'échec. D'où peut-être une certaine tension, une certaine perte de relâchement et donc peut-être quelques erreurs de plus qui se sont jouées quand même dans des moments très, très, très importants. Oui, mais ça, c'est pour le joueur. Mais dans l'esprit des gens, que la critique naisse comme ça et grandisse rapidement. C'est normal, c'est humain. Mais c'est humain dans le sens que le sport vit de ça. Nous exagérons bien sûr dans cette critique. Je prends d'autres exemples. Je travaille beaucoup aussi avec les arbitres dans le football. On sait très bien que les arbitres sont là aussi pour être critiqués. Il faut jouer le jeu, mais bien sûr qu'il y a des dérapages et c'est ceci qu'il faudrait éviter. Federer, lui, vous l'imaginez, était aux anges après sa victoire face à Gaël Monfils. On vient de recevoir sa première réaction, son interview. On l'écoute, Federer au micro de Pierre Pouillet. Je pense que c'était constant. Je veux dire, j'ai bien joué dès le début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas trop de baisse, de régime et tout ça. Alors pour ça, je suis vraiment content. Je trouve que certainement Gaël, il a laissé un peu aller le match au 2e set, qui m'a vite donné un 2-7-0 d'avance. Maintenant, pour moi, de mon côté, c'était un match parfait. Un premier set très dur, mais pour finir gagné. Alors ça lui a coûté beaucoup d'énergie, je pense, mais aussi après dans le mental aussi. Et c'est pour ça que après j'avais ce avantage et c'est moi qui a pu un peu tenter des choses que j'ai pas pu faire les derniers matchs, par exemple. Alors je suis très content et je me réjouis bien sûr d'être de nouveau en demi-finale. Il est bien, Roger Federer, lucide dans son analyse. Jean-Marc, j'ai envie de vous dire, c'est l'année où jamais il va le gagner, ce tournoi? Écoutez, on croise tous les doigts pour qu'il le gagne. Je crois qu'on peut tirer un petit parallèle entre ce qui s'est passé depuis sa mononucléose et puis ce qui s'est passé dans ce tournoi. Je crois que tout est basé au niveau de la confiance. Contre Tomias, il y a eu cette balle dont Laurent a parlé, qui lui permet le déclic derrière, il l'a dit, j'étais sûr d'inverser le match. Et contre Gaël Monfils, il a
pratiquement déroulé, notamment après le gain de la première manche. Maintenant, il a l'autoroute qui se déroule devant lui. C'est un petit peu la même chose avec sa mononucléose. Il est revenu pratiquement à 95%, 100% de ses capacités physiques à l'Open d'Australie, même s'il perd cette finale. Derrière, il y a une adaptation à la terre battue. Je crois que son esprit est concentré spécifiquement maintenant sur les grands chelems et qu'en plus, avec la confiance et la condition physique, il y a 2 adversaires encore à battre, mais franchement, moi, j'y crois dur comme fer. Son premier adversaire, est-ce que ce n'est pas lui, Mattia Piffaretti? Il se retrouve dans la peau du favori pour la première fois depuis 2005. C'est facile à gérer à nouveau? Je pense que c'est peut-être plus facile aujourd'hui puisqu'il n'est plus numéro 1, mais il est numéro 2. Donc il est peut-être à la recherche maintenant d'une réussite. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'analyse. Je dirais que la confiance semble être retrouvée depuis ce point réussi. Et c'est incroyable. On va le revoir d'ailleurs, ce point. On va le remontrer. Voilà. Au niveau du mental, c'est très intéressant de voir comme la réussite peut être un déclencheur d'une confiance et d'un cercle vertueux. Et donc les joueurs vont avoir ce sentiment d'auto-efficacité beaucoup plus fort. Bien sûr, ça peut se retourner contre eux lorsqu'il n'y a pas la réussite. Et c'est là où le travail mental, le travail de remise en condition par rapport aux pensées et aux émotions est très important. Et je travaille beaucoup avec les sportifs pour justement remonter la pente dans des moments difficiles comme une blessure, une mononucléose. C'est là où le mental va faire la différence. Ouais. On l'a vu, Jean-Marc, sur cette balle qui sauve, balle de break sauvée donc, par Roger Federer. Il sait sortir les bons coups au bon moment. C'est vraiment sa marque de fabrique à Roger Federer. Alors disons, je pense c'est un scénario en 3 actes. Au plus fort de sa domination, parfois des matchs se jouaient à 3-4 points. On savait que s'il avait un break d'avance dans le premier set était plié. Ensuite, il y a eu la domination Nadal, notamment sur terre battue, avec ses 3 finales à Roland-Garros, qui a un petit peu mis à mal sa confiance. Et depuis, on va dire, une année et demie maintenant, on voyait que les points importants, il en jouait moins bien, beaucoup moins au cours d'un match. Et sur ce Roland-Garros, il s'est à nouveau mis à jouer bien les points importants. Aujourd'hui, il a sauvé des balles de break importantes dans la première manche contre Gaël Monfils. Et je crois que maintenant, si l'esprit est complètement libéré, et on l'a vu avec un jeu de jambes complètement retrouvé aujourd'hui, c'est souvent la clé d'une réussite pour lui. Devant tout est possible. Bon, il s'est qualifié pour sa 20e finale de Grand Chelem, Laurent. C'est un record. Hein. 20e demi-finale, oui. Pardon, j'ai brûlé une étape. 20e demi-finale de Grand Chelem, record donc pour Roger Federer. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on a retrouvé le Roger Federer, le grand Roger Federer? Oui, aujourd'hui, je pense qu'on a retrouvé le grand Roger Federer parce qu'au premier set, c'était vraiment très très serré. Il sauve une balle de 7 avec autorité. Il a vraiment fait le match qu'il fallait contre un adversaire qui était brillant pendant le premier set. Mais maintenant, le problème, c'est ça. C'est s'il garde le même niveau lors de ces 2 prochains matchs, à mon avis, il gagnera le titre. Mais s'il a une petite baisse de régime, et ça va être très très dur, parce que les 2 derniers matchs qui lui restent, ce sont les adversaires qui restent encore, ne seront pas faciles à battre, et surtout la pression qu'il va avoir sur Federer va être énorme, parce que c'est la première, il sait bien que c'est la chance de sa vie, enfin pas la chance de sa vie, c'est la grande chance qu'il a de gagner Roland-Garros. Nadal et Djokovic ne sont pas là. S'il joue 10 fois contre Nadal sur terre battue, il perd 8 fois. S'il joue 10 fois contre Djokovic sur terre battue, à mon avis, il perd 6, 7 à 8 fois. Donc c'est une chance unique. Et aussi, il y a ce fameux record de Sampras. Ce record de Sampras, ça l'avait paralysé à Melbourne il y a 3 mois. Là, s'il gagne dimanche, non seulement il gagnera Pete Sampras, mais il viendra un des rares joueurs à gagner sur les 4 surfaces. Là, on pourra dire dimanche, s'il gagne le titre, qu'il est le best ever, qu'il est le meilleur joueur de tous les temps. Il n'y aura plus de débat. Ça sera en fait acquis. Tout le monde est d'accord? Oui, mais est-ce que finalement, la plus forte pression, elle n'était pas le lendemain de la défaite de Rafael Nadal, où durant la nuit, il a dû penser qu'à ça, et ce qui explique aussi ces 2 premiers sets un petit peu plus difficiles contre Tomias. Mais à mon avis, il pense qu'à ça depuis. C'était quand qu'il a perdu Nadal? Depuis dimanche, parce que en 3 ans, ces 3 dernières années, Federer c'était le numéro 1 mondial sur terre battue derrière Nadal. Sa malchance qu'il a eue, c'est de tomber sur le mais plus ça fort. veut aussi dire qu'il a une énorme marge comparé à tous les autres joueurs. Jusqu'à l'année passée, parce qu'à mon avis, la marge qu'il a sur Djokovic, il n'en a plus. Et sur Del Potro, son prochain adversaire, on va peut-être en parler après, il reste sur deux succès éclatants contre Del Potro à Melbourne et en quart de finale, et il y a 2 semaines à Madrid, il a vraiment ridiculisé Del Potro. Est-ce qu'il est capable de le refaire? C'est ça tout le sel du tennis. On va parler des autres tout à l'heure dans Exactement. un instant. Une dernière question concernant Roger Federer avec vous, Mattia Piffaretti. Comment on prépare maintenant les 2 derniers grands rendez-vous de ce tournoi, la demi-finale et la finale, psychologiquement, mentalement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le travail à effectuer? Mais je pense que Roger Federer déjà est un grand routinier de ces rendez-vous. Il y est très régulièrement. Donc j'imagine qu'il ne va pas changer son approche. Il va rester sur une routine
D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille aux sportifs, c'est de maintenir des routines qui marchent avec les choses qui font bien, les choses qui rassurent, les comportements qui l'amènent petit à petit à arriver avec un bon niveau de focalisation, une activation optimale aussi pour permettre dès la première balle d'être dans le match. Il y a une statistique qui est intéressante, c'est qu'il a joué 23 demi-finales, et là, tu as que 3. Donc, puis moi, j'ai une petite précision pour rebondir sur les propos de Mattia Puffaretti. J'ai eu Pierre Paganini, son préparateur physique, au téléphone hier. Il m'a dit qu'en cas de victoire de Roger Federer, il allait le rejoindre à Paris. Donc justement, on ne change pas une cellule qui gagne. Et je crois qu'il va se retrouver dans la meilleure préparation mentale possible pour aborder ces 2 derniers matchs. Bon, on l'a compris, Federer qui a été critiqué ces derniers mois, ces dernières semaines, il est à nouveau formidable. Dans le cœur de tout le monde, c'est plutôt positif. On va parler des autres, Jean-Marc, avec vous tout d'abord. Nadal, Djokovic, on a évoqué ces 2 noms tout à l'heure. Murray, comment on explique ces contre-performances ? Alors moi, je crois qu'il faut mettre en parallèle la planification de la saison de Roger Federer et celle peut-être de Nadal et Djokovic. Nadal et Djokovic jouent beaucoup plus que Federer, même si peut-être en fin d'année, en termes du nombre de matchs, ça s'équilibre un petit peu. Je crois qu'il paye notamment d'avoir énormément joué dans la deuxième moitié de 2008. On peut également mettre Del Potro dans ce cas de figure. Potro qui n'a pas eu d'énormes résultats en ce début d'année. Il y a la planification, et puis peut-être, il y a toutes les rumeurs sur peut-être les blessures de Nadal au genou. En tout cas, on l'a vu. Moi, je trouve qu'il a également fondu un tout petit peu au niveau de la masse musculaire. On sait que certains sportifs, parfois, on doit diminuer leur charge d'entraînement pour peut-être se protéger les tendons, les genoux. Enfin, ça n'est qu'une hypothèse, mais pour moi, Nadal va peut-être ne pas être aussi fort à Roland-Garros dans les années qui viennent. On verra plutôt un Nadal 2009 qu'un Nadal 2007 ou 2008. Alors on a entendu beaucoup de choses sur Rafael Nadal, notamment dans la presse que je peux qualifier de people. Nadal serait venu à Genève le 19 mai pour taper des balles. Taper des balles comme ça. C'est pas la presse people, c'est quand même l'équipe qui a l'équipe en premier. Alors après, j'ai vu dans un journal, un roman. Oui. Alors il est venu taper des balles avec les enfants du président ouzbek pour 1,5 million de francs. Vous y croyez à ça, Laurent ? J'y crois pas trop, mais comme l'équipe s'est osée à lancer la rumeur, je pense qu'il y a quand même de avoir quelque chose. Mais ils auraient fait un aller-retour entre Paris et Genève pour toucher son cachet. J'y crois pas trop. Démenti par Tony Nadal. Pardon ? Ouais, c'était démenti par son oncle, effectivement. Par contre, ce qui a pesé à Nadal, c'est que par rapport à Federer sur la saison sur terre battue, c'est que Nadal joue un tournoi de plus. C'était Barcelone. Donc c'est... À mon avis, c'est le tournoi qui est très important à ses yeux. Il l'a gagné. Et il est arrivé, c'est vrai, un petit peu émoussé parce qu'il avait joué Madrid un peu à contre-cœur parce que justement, il n'aimait pas jouer à Madrid en altitude 2 semaines avant Roland-Garros. Ce n'est pas les mêmes conditions de jeu. Et surtout, à Madrid, il y a un match qui l'a tué. C'est cette demi-finale qui a duré 4h15 contre Djokovic où il a sauvé 3 balles de match. Et on a l'impression que Nadal et Djokovic, même si c'est 2 semaines après, ils ont payé cash les efforts de cette demi-finale. Tout ce qui a entraîné cette demi-finale. C'est plus la phase de récupération qui n'a pas été là plutôt qu'un tournoi de plus. Oui, je ne pense pas que c'est même s'il a fait ce crochet pour gagner 1 million d'euros. Pour aller taper des balles avec les fils du président ouzbek, c'est pas ça. Qui joue très bien en tennis, hein. Oui, mais c'est pas ça qui lui a fait perdre. C'est pas ça qui lui a fait perdre dimanche. Ce qui l'a fait perdre dimanche, c'est peut-être un manque de fraîcheur. Et c'est surtout aussi la qualité de son adversaire, parce que Söderling, il faut pas le sous-estimer. Justement, attention à Söderling. Oui. Söderling, Del Potro, Gonzalez, Mathias, est-ce que pour vous, ce sont les futurs rois de la terre battue ? Ça, je ne suis pas un technicien pour le dire. Je constate que c'est des outsiders aujourd'hui et que comme ça a été le cas pour Nadal, pour Davydenko, pour Djokovic, qui sont venus titiller la suprématie de Federer. Ça sera aussi ouvert maintenant la course à ces autres joueurs. Mais ce qui me semble aussi important de voir, c'est qu'en 2008-2009, Federer a quelque part semé. Il a semé au propre et au figuré. Et aujourd'hui, peut-être, il commence à voir les fruits de ce travail au fond de transition où il a dû se remettre en cause, il a dû se préparer. Ce qui n'est pas été le cas pour les autres joueurs qui, d'ailleurs, ont enchaîné les tournois. Donc, je pense à Nadal. Est-ce que là aussi, au niveau des objectifs, quels sont au fond ces objectifs ? Quelle est sa motivation véritable ? Je sens chez Federer cette passion qui le tient de l'intérieur, cette flamme qui continue à être là malgré les difficultés. Par contre, par rapport à Nadal, je ne suis pas exactement sûr quelle est au fond sa motivation. Est-ce qu'il y a aussi justement cet appât du gain à un moment donné qui s'estompe à un moment donné, il a gagné le numéro 1, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Je me pose la question comme psychologue. Et pour vous, Laurent, vous voyez qui là comme futur roi ? On garde Nadal ? On garde Nadal, parce que je pense qu'il y a eu aussi dans l'équipe, il y a eu une théorie assez intéressante comme quoi il avait un peu changé son mouvement en coup droit pour être plus efficace sur les surfaces rapides et sur gazon. Je pense que c'est vrai, son jeu a vraiment évolué sur les surfaces rapides. Et là, à mon avis, je vous dis, ce qui s'est passé dimanche, c'est plutôt la théorie, pour moi, c'est la théorie de l'accident.
Mais là, vous êtes en train de nous dire qu'il va gagner Wimbledon aussi. Non, je ne dis pas qu'il va gagner Wimbledon, mais je vous rappelle qu'il est tenant du titre à Wimbledon Ouais, et qu'il tout à fait. faudra le battre. Jean-Marc, par rapport à Söderling, à Gonzalez, à Nadal, est-ce que c'est la fin de soirée? Vous voyez un de ces autres joueurs venir devant, tout devant? Mais disons, si on analyse déjà les demi-finales, la finale peut-être qui arrive, pour battre Federer, il faudrait être un énorme défenseur. Il faudra pouvoir ramener les accélérations de Federer qui va essayer de jouer le plus possible à l'intérieur du court. Alors, les adversaires potentiels, on l'a vu dans les confrontations précédentes, Del